Bonjour à tous, bienvenue à vous qui travaillez au sein d'établissements de santé. Nous sommes ensemble jusqu'à 14 h pour une conférence en ligne qui vous est dédiée, qui est dédiée aux établissements de santé, et il s'agit, comme vous le savez, de partager un retour d'expérience suite aux premières visites de certification pour la qualité des soins qui se sont déroulées entre avril et début juillet dernier dans 33 établissements de santé. Bonjour à tous. Bien, on s'attend à ce qu'on puisse interagir et du coup, vous qui nous écoutez, vous avez un onglet chat qui se trouve en haut et à droite de votre écran. Il est représenté sous forme d'une bulle avec des points d'interrogation, donc il vous suffit de cliquer sur cet onglet et vous pouvez poser là vos questions. Pendant que nous parlons, il y a notre équipe qui se charge de les regrouper par thème et c'est Anne Chevrier qui est à côté de moi qui y répondra tout à l'heure. Petit conseil aussi, petite demande, quand vous cliquez sur cet onglet de chat, vous verrez apparaître quelque chose qui s'appelle « Poser une question » et à ce moment-là, vous pouvez vous identifier avec votre nom, avec votre fonction, avec le nom de votre établissement ou de votre organisme et je vous remercie par avance de le faire puisque ça permet du coup de savoir d'où viennent les questions, c'est important pour mieux les comprendre. Voilà, ça c'était les aspects mode d'emploi. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, vous l'avez vu sur l'ordre du jour, c'est une conférence en gros, schématiquement, qui se déroule en 4 temps. On va d'abord avoir une prise de parole de Catherine Gindre, qui est à la fois membre du collège de la HAS et qui est la présidente de la commission pour la certification des établissements de santé à la HAS. Et puis une prise de parole aussi de Loïc Kéribin, qui est assis à côté de moi et qui, lui, est l'adjoint à la chef de service certification des établissements de santé à la HAS. Et donc, Madame Gindre, comme Monsieur Kéribin, vous présenteront les premiers enseignements des visites de certification qui se sont déroulées au printemps-été. Le deuxième temps, ce sera celui où on donnera la parole à nos invités, à ceux qui ont accepté de partager leur expérience d'une visite. Ça durera à peu près 3/4 d'heure et donc on a le plaisir d'avoir, j'allais dire autour de la table virtuelle, à la fois des professionnels et des représentants d'usagers de 5 établissements de santé qui, de façon volontaire, ont reçu la visite des experts visiteurs de la HAS entre avril et juin. Troisième temps, comme je vous en ai parlé déjà, Anne Chevrier, qui est donc à ma gauche et qui est la chef du service certification des établissements de santé, vous présentera les quelques ajustements du dispositif qui sont issus de ces premières visites. Et enfin, on aura un temps d'échange d'une demi-heure environ, durant lesquelles nous répondrons à vos questions. C'est Anne Chevrier qui gérera, qui animera ce temps d'échange avec vous en fonction des questions que vous aurez posées. Comme toujours, c'est frustrant, on ne peut pas répondre à toutes les questions et donc sachez que nous compléterons dans les jours à venir la foire aux questions qui est déjà disponible sur le site de la HAS. On la complétera en reprenant l'ensemble des questions qui auront été posées aujourd'hui et évidemment en y apportant des réponses. Également, il y aura possibilité sur le site internet d'ici quelques jours de visionner en replay cette conférence en ligne qui va donc démarrer par la prise de parole de Catherine Gindre, à qui je cède la parole. Bonjour à toutes et à tous et merci Emmanuel. Comme annoncé le 25 novembre dernier, donc lors du lancement du dispositif, une première phase de mise en œuvre opérationnelle de la certification pour la qualité des soins, cette nouvelle version que nous vous avons longuement présentée fin novembre, une première phase opérationnelle a donc débuté le 12 avril. 33 établissements répartis sur 10 régions se sont portés volontaires, représentant tous les statuts publics et privés et l'ensemble des modes de prise en charge. Donc on peut dire que c'est un échantillon représentatif de la France hospitalière qui a permis cette première étape de mise en œuvre opérationnelle. Un accompagnement personnalisé de ces établissements a été assuré par le service de certification pour ces premières visites qui ont eu lieu entre avril et juillet 2021. Une analyse approfondie de la réalisation de ces 33 visites a été réalisée à l'issue de ces visites courant juillet, afin évidemment d'ajuster et d'améliorer aussi rapidement et en réactivité aussi grande que possible le dispositif. Alors, quels sont les premiers enseignements rapidement qu'on peut en tirer? Du point de vue des établissements, l'effort de communication qui avait été fait lors de la diffusion du dispositif en novembre 2020 a été globalement souligné comme très positif. Il est perçu comme facilitateur de la compréhension et de l'appropriation de la démarche et de ses attendus.
Pour la grande majorité des établissements concernés, les enjeux sont compris. La structuration du référentiel en 3 chapitres articulés a été jugée lisible, bien que quelques formulations selon ces établissements doivent être améliorées. Et nous allons voir que pour une meilleure compréhension, quelques ajustements ont été portés. Pour la quasi-totalité de ces établissements, les exigences du référentiel constituent des repères qui permettent de fixer ou de consolider les objectifs de la démarche d'amélioration continue de chacun. Les séquences d'évaluation menées auprès des professionnels et des patients ont été perçues comme structurées et claires et plus en prise avec le terrain et ses réalités. Les niveaux d'exigence sont aussi considérés et jugés comme plus pertinents. Ce retour d'expérience a mis en lumière, cependant, la nécessité de quelques ajustements. Anne Chevrier, tout à l'heure, vous présentera dans le détail les ajustements qui restent mineurs par rapport à la structuration de la démarche qui ont été portés. Il s'est agi le plus souvent de réécriture de libellés de critères ou d'éléments d'évaluation afin d'en améliorer la compréhension. L'ajustement principal porte sur la transformation de 2 critères standards en critères impératifs. Et comme à notre habitude, cette réflexion pour aboutir à ces ajustements a été menée avec une large concertation avec toutes les parties prenantes. Ce retour globalement très positif va nous permettre de démarrer dès à présent le dispositif de visite élargi à l'ensemble des établissements de santé. Nous allons le faire à l'exception des établissements des départements d'outre-mer, chez qui, comme vous le savez, la situation sanitaire est encore trop tendue et donc nous adapterons un calendrier spécifique les concernant. Je vais donc passer tout de suite la parole à Loïc qui va vous présenter de manière détaillée ce retour d'expérience sur ces 33 visites. Et je souhaite, avant de lui passer la parole, remercier particulièrement tous ces établissements et donc leurs représentants pour certains qui sont là aujourd'hui, qui ont bien voulu accepter de participer à cette première étape qui est extrêmement riche d'enseignements et qui nous permet d'avancer maintenant sur cette étape de déploiement massif de l'ensemble des établissements. Merci encore à tous. Loïc, c'est à toi. Exactement. Donc effectivement, retour sur ces 33 premières visites qui vont, comme le disait Catherine Gindre, qui ont concerné 33 établissements et 33 établissements qui, globalement, nous ont permis de balayer l'ensemble des régions françaises et l'ensemble des types d'activités. Au-delà de ces éléments, ces visites, elles ont aussi été l'occasion de mobiliser près de 150 experts visiteurs et une petite trentaine de ces médecins patients traceurs, ce nouveau profil d'experts visiteurs mobilisés dans le cadre de cette nouvelle version de la certification. Ces 150 experts visiteurs, 27 médecins patients traceurs ont permis d'ores et déjà, sur 33 visites, de réaliser près de 1300 méthodes dont vous voyez la répartition ici, avec un vrai renforcement du nombre de patients traceurs réalisés pendant les visites, et c'était un engagement de notre part, augmentation également du temps passé sur le terrain à travers des traceurs ciblés et des parcours traceurs. Quels enseignements et quels retours nous ont fait ces 33 établissements qui ont fait le choix de s'intégrer volontairement dans ce nouveau dispositif de certification? Eh bien, beaucoup de positifs. Vous le voyez, la jauge est bien verte sur le bien apprécié. Et puis, il y a encore un certain nombre de points qui peuvent être améliorés. Et c'est sur ces points améliorables qu'on a travaillé sur des ajustements qu'Anne Chevrier vous présentera tout à l'heure. On s'était engagé à médicaliser. On s'était engagé à s'adapter et je crois que les éléments d'adaptation au calendrier et à la situation pandémique en sont la preuve, et ça a été apprécié. Cette idée de commencer avec des établissements dits volontaires et d'adapter leur calendrier a été un point fort apprécié. Sur la médicalisation, là aussi, un certain nombre de professionnels de terrain qui nous ont dit que ces éléments étaient, que les éléments évalués étaient beaucoup plus proches du terrain, de leur pratique, de ce qu'ils font au quotidien et du résultat, considérant que eh bien, les itérations précédentes avaient permis d'acquérir un certain nombre de prérequis de structuration, d'organisation qui permettent aujourd'hui d'atteindre des résultats au plus près du patient.
Alors sur la simplification, là aussi, beaucoup de choses ont été faites et ça a été souligné, le compte qualité, la fiche interface, le lien entre les différentes bases de données qui permettent de pré-remplir Calista, mais là encore, des établissements qui nous ont dit qu'on pouvait encore aller plus loin dans la simplification, mais que des choses avaient déjà été faites et que c'était plutôt encourageant. Les choses qui ont été appréciées, c'est évidemment tous ces supports d'information que vous retrouvez sur le site internet, hein, vous savez, dans ces deux branches, comprendre la certification et la mettre en œuvre. Il y a plein de choses qui sont mises à votre disposition, des flyers, des posters, des vidéos d'explications, des PowerPoint qui vous permettent de les diffuser directement dans vos établissements sans avoir à les refaire de votre côté. Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller les voir, allez jeter un petit coup d'œil parce que c'est plutôt intéressant. Temps de préparation de la visite avec l'équipe du service certification. Là aussi, des échanges faciles, des réponses qui ont été appréciées et relativement rapides. Alors évidemment, on est encore en phase de déploiement, hein, donc on peut encore avoir parfois le sentiment qu'il y a des choses qui évoluent un peu, mais c'est tout l'intérêt d'un retour d'expérience et des adaptations et l'intérêt de ce webinaire d'aujourd'hui. Apprécier également le déroulement de la visite, le fait qu'on soit plus proche du terrain, plus près des professionnels, qu'on soit plus dans des salles de réunion, mais avec des experts qui vont à la rencontre des professionnels, qui échangent avec eux, qui, dans un climat de bienveillance, eh bien, amènent à comprendre les organisations. Vous le voyez, certains de ces verbatims, alors je ne vais pas tout vous lire, hein, mais globalement, il reflète ce que je vous disais à l'instant sur le travail, sur la prise en considération du travail quotidien des professionnels, sur le fait qu'enfin deux mondes, celui du terrain et de l'évaluation, étaient en train de se rejoindre et sont des points qui évidemment sont plutôt très encourageants. Les visites ont recommencé au mois de septembre et les retours sont globalement les mêmes. Les rappels sur le support d'information, bien je vous l'ai dit, hein, c'est des choses qui sont disponibles sur le site internet, donc allez les voir. Il ne s'agit pas d'en mettre partout, mais allez les voir. Il y a certainement des choses que vous pouvez utiliser là-dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces supports, ils sont copiés-collés, on va dire, de ce qui sert aux experts visiteurs pour faire leur visite, ce sur quoi ils sont formés, les fiches pédagogiques qui sont à leur disposition, et bien aussi elles sont à votre disposition et ce fonctionnement en miroir vous permet évidemment d'anticiper au mieux la venue des experts. Des précisions, là encore, sur les audits, parce que les retours sont positifs et vous nous l'avez dit, ces établissements nous l'ont dit, eh bien, l'idée, c'est évidemment de continuer à renforcer la présence sur le terrain, d'aller rencontrer les professionnels à travers des patients traceurs, à travers des parcours, les professionnels impliqués dans un certain nombre de sujets qui sont évalués par des traceurs ciblés, les médicaments, les produits sanguins labiles, les transports des patients, de rencontrer également des équipes sur le terrain pour comprendre comment sont reçus les sujets stratégiques portés par la gouvernance avec des équipes de jour et puis parce que c'est envisageable aussi des rencontres avec les équipes de nuit qui parfois s'étaient senties un peu mis de côté lors des itérations précédentes. Retour positif aussi fait par les établissements qui ont été visités, eh bien, sont ces restitutions de résultats sous forme de radar, de graphiques, avec des choses qui sont beaucoup plus visuelles, dont on comprend beaucoup plus rapidement là où on est plutôt bon et là où il va falloir qu'on s'améliore et ce sur quoi il va falloir travailler dans les mois qui viennent. Et cette présentation plus didactique, plus simple, plus chiffrée, eh bien, quelque chose qui a été apprécié et qui va évidemment perdurer dans les mois et les années qui viennent. Et enfin, ce dernier point, mais il est important, c'est un point sur la compréhension du processus décisionnel et de la décision, la manière dont la commission de certification va travailler les résultats qui sont rendus par les experts visiteurs. À la fin de la visite, et pour les établissements qui ont déjà eu leur visite, eh bien, on peut savoir globalement si on est éligible ou pas à la certification par un système mathématique qui est décrit dans le guide. Je ne vais pas vous redétailler ici, vous le voyez en plus sur la slide, mais en gros, voilà, c'est un élément qui permet déjà de se situer. Mais cette décision, cette éligibilité, elle ne préjuge en rien de la décision de la commission de certification. C'est bien la commission de certification, sur la base des résultats fournis par les experts visiteurs, sur la base de ce qu'ils auront rédigé, sur la base de vos observations en tant qu'établissement, puisque vous avez toujours
sur ce mois qui suit la visite pour faire des observations, et évidemment sur les risques qui sont remontés à travers les fiches anomalies. Les fiches anomalies, c'est ni plus ni moins que ces choses qu'on ne veut plus voir et qu'on avait exprimées comme ça, et c'est bien l'ensemble de ces éléments qui va permettre à la fin à la commission de certification de décider quel niveau vous allez obtenir. Donc ça, c'était important parce qu'il semblerait que ça n'ait pas été aussi clair qu'on l'imaginait. Merci Loïc, merci vraiment beaucoup pour l'ensemble de ces enseignements. Et place maintenant au témoignage et à la parole de ceux qui ont vécu au printemps dernier la visite de certification de leur établissement. Donc je m'associe évidemment à Catherine Gindre pour vraiment les remercier chaleureusement d'être là et de pouvoir partager leur expérience. Et donc on a le plaisir d'accueillir le docteur Françoise Vanditelli, qui était la vice-présidente de la commission médicale d'établissement du CHU de Clermont-Ferrand. Vous allez aussi entendre deux personnes de l'Institut Jacques Cartier, en Île-de-France, à la fois M. Benjamin Baudin, qui est responsable assurance qualité, et puis une de ses collègues, Mme Amandine Berada, qui est, elle, cadre de santé dans ce même établissement. Présente aussi à vos côtés aujourd'hui Mme Anne Costa, qui, elle, est la directrice du CHU de Poitiers. Ensuite, des équipes de la clinique Belle Allée, alors avec Madame Véronique Bly, qui en est la directrice, Madame Barthes, qui est représentante des usagers UNAFAM. L'UNAFAM, je rappelle, c'est l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques. Et puis, il y a aussi Madame Jacob, qui est responsable qualité à la clinique Belle Allée. Et enfin, dernier intervenant, dernier témoin, Monsieur Benoît Thérillon. Monsieur Benoît Thérillon est lui cadre de santé à l'hôpital de jour des Cigognes. C'est un établissement de santé en Bourgogne-Franche-Comté qui exerce en santé mentale. Je propose qu'on démarre et je me tourne tout de suite, et pour commencer vers le docteur Vanditelli. Donc vous êtes ancienne vice-présidente de la CME du CHU de Clermont-Ferrand. Le CHU de Clermont-Ferrand est l'établissement support du GHT Territoire d'Auvergne. Ma première question est assez simple. Qu'est-ce qui, dans cette nouvelle version de la certification, a convaincu la communauté médicale du CHU? Comment est-ce qu'ils ont perçu les thèmes abordés dans le référentiel, les méthodes d'évaluation? Bonjour à tous. Donc globalement, nous, quand on a demandé à être pilote, effectivement, c'était en période de crise, c'était un peu compliqué. On se disait, oh là là, comment ça va être perçu par la communauté médicale? Et en fait, pas du tout. C'était plutôt vécu de façon très positive par l'ensemble des équipes, pour différentes raisons. D'abord psychologiquement, d'arrêter de parler du Covid et de parler d'un peu d'autres choses dans l'établissement, ça a vraiment fait du bien aux équipes, ça les a un peu remotivées. Certaines équipes étaient quand même fatiguées par ces longs mois d'astreinte, de garde ou de travail dans les services Covid. Et donc, on n'a pas eu de réticence à la préparation de la certification, notamment parce que, comme vous l'avez dit, il y a énormément d'outils qui sont très clairs pour les soignants, que le manuel est quand même assez clair, que c'est un langage qui n'est pas, on a l'habitude de dire, c'est encore un langage HASien, pas du tout. Pour une fois, c'est un langage compris par tout le monde, on n'a pas besoin de retranscrire, de retraduire. Du coup, il n'y a pas eu de grand blocage de ce côté-là. Et puis, les méthodes d'évaluation sont finalement des méthodes qui tournent autour de la prise en charge au quotidien du patient. Et ça, c'est quelque chose qui parle aux soignants et notamment aux médecins, qui sont peut-être les plus réticents de la démarche, comme l'HAS le sait. Donc, plutôt, ça a été plutôt quelque chose de positif, de l'auto-évaluation jusqu'à la visite. La visite s'est aussi bien passée, alors qu'on avait effectivement tout un tas d'autres choses à gérer, notamment les centres de dépistage de vaccination. Le CHU avait par ailleurs une charge de travail au sein du GHT importante. Je sais que l'ensemble des établissements, puisque vous parliez du GHT Territoire d'Auvergne, il est prévu que l'ensemble de ces établissements soient visités d'ici la fin de l'année. Et donc, ma deuxième question porte sur cette unité de calendrier. Est-ce que ça permet, oui ou non, d'engager des nouveaux projets avec les communautés médicales des autres établissements du territoire?
Est-ce que ça aide à décloisonner les relations entre établissements? Je dirais oui et non. Non, parce que la démarche qualité au sein du GHT n'a pas démarré avec la certification, l'engagement dans la visite de certification du CHU du tout établissement qui vont arriver derrière. Il y a déjà une commission qui travaille sur ce sujet. Oui, parce que du coup, concrètement, pour l'ensemble des établissements du GHT, il y a un objectif qui est la certification dans un temps réduit de l'ensemble des établissements. Donc, ça a quand même un effet levier indéniable sur la démarche qualité que ça peut impulser. Après, au-delà du GHT, en Auvergne, on a vraiment une vision auvergnate, qui est l'ex-région, de la démarche qualité dans tous les établissements. Après, au niveau du CHU, le CHU et l'établissement support, il y a une aide quand les établissements le demandent pour aller préparer l'auto-évaluation dans le cadre de la visite de certification. Et donc, il y a des échanges. Donc, plutôt un effet levier, accélérateur, si vous voulez, de la démarche de certification. D'accord. Peut-être en synthèse, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans cette nouvelle version de la certification des établissements de santé pour la qualité des soins? Et question connexe, enfin les deux sont un peu liés, quel message vous voudriez faire passer aux établissements de santé qui recevront les experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé dans les semaines et les mois qui vont venir? Alors moi, ce qui m'a le plus marqué, mais bon, j'ai été 8 ans expert de visiteur pour le compte de la Haute Autorité de Santé au niveau des établissements de santé et depuis la V1. Donc en fait, j'ai vraiment fait des évaluations sur toutes les visites, sauf celle-ci, la dernière, où j'avais quand même une implication au niveau de l'établissement et de la région. Mais donc moi, le mot-clé, l'élément marqueur, c'est la simplicité. Voilà. C'est quelque chose, franchement, le fait que ça parle à tout le monde, que le langage soit simple, qu'en plus on soit aidé par tout un tas d'outils, enfin, j'allais dire enfin, la HAS l'a fait. Voilà, donc ça, c'est très bien. Écoutez, vraiment, merci beaucoup. Je vais me tourner maintenant vers Monsieur Benjamin Baudin. Vous êtes donc responsable qualité à l'Institut Jacques Cartier de Massy, en région parisienne, et vous êtes accompagné d'une cadre de santé, Madame Amandine Berrada. Alors, vous aussi, votre visite s'est déroulée en pleine période Covid, hein, c'était en avril, et je crois savoir qu'à ce même moment-là, vous accueilliez beaucoup de patients qui étaient atteints de la Covid dans votre établissement. Et donc, la première question que je vous pose, c'est comment est-ce que vous avez réussi, ou au contraire, est-ce que ça a été compliqué, de mener de front la pression qui était liée à la pandémie et puis la préparation et l'organisation et le déroulement de la visite? Bonjour. Donc, pour la préparation, tout premier lieu, on devait passer en novembre 2020, donc notre première visite en fait a été repoussée. Et donc forcément, la préparation, on l'avait commencé dès 2018. Donc bien en amont, et on a voulu passer en volontaire parmi les premiers établissements justement pour pas perdre tous les bénéfices de cette préparation malgré le déclenchement de la crise. Voilà. Dès qu'on avait un peu plus de temps, on s'est donc attelé à reprendre un peu les préparatifs et puis pouvoir se mettre en ordre de marche pour pouvoir accueillir les experts visiteurs dès qu'ils revenaient sur le terrain. Voilà, je sais pas si... Par rapport à mon service, pour mon service de médecine générale, nous avions 12 lits donc, pour accueillir des patients Covid et ensuite 20 lits de médecine générale, ce qui ne nous a pas empêché de passer une très bonne certification. D'ailleurs, nous avons, pour les patients traceurs, interrogé des patients donc, qui étaient Covid. Donc, c'est vrai que bon, pour l'équipe, tout s'est vraiment très bien passé. Du fait de les avoir fédérés justement en amont, bien avant, en les entraînant sur tout ce qui était patient traceur. Donc, pour nous, ça a été plutôt bien accueilli au sein des équipes, en tout cas. Ok, peut-être question complémentaire, et je me tourne toujours vers vous, Madame Berrada, puisque vous parliez.
Est-ce que vous avez eu le sentiment que les professionnels, les soignants adhéraient à la démarche et est-ce que ça a été ou pas de nature à faciliter l'organisation? Est-ce que ça a été aidant? Oui, comme c'était on était vraiment dans du pratico-pratique, c'était vraiment le quotidien. Les équipes ont vraiment participé à chaque fois qu'un expert visiteur venait au sein du service et avec une prise de parole, sans vraiment pas de problématique. Hein. Ok. Est-ce que l'un ou l'autre ou les deux, vous voudriez nous dire quelques mots sur le référentiel, sur comment vous avez pu vous en emparer, sur le rôle qu'il joue, sur comment il est compris? Alors, sur le référentiel, en fait, on a fait un gros travail avec la directrice des soins, avec la direction des soins et avec l'équipe de cadre et de l'encadrement de proximité, justement pour le faire approprier par les équipes, pour leur expliquer aussi, comme c'est une certification dont les méthodes étaient très terrain, avec des observations sur le terrain, il était important que les équipes puissent voir les critères et puis aussi les éléments d'évaluation. Donc on a beaucoup travaillé, on a beaucoup fait de traceurs. L'un des avantages de cette nouvelle méthode, c'est aussi que la HAS travaille en toute transparence avec toutes les grilles qui sont disponibles sur Calista. Et donc nous, on s'en est beaucoup servi afin de pouvoir entraîner les équipes et voilà, de leur permettre de s'approprier le référentiel, de leur faire connaître toute l'étendue des critères qui ont été vus, qui sont évalués. Donc on est passé dans tous les services. On a expliqué les méthodes, mais on a aussi beaucoup expliqué ce référentiel, les critères les éléments d'évaluation pour chaque critère. Donc c'était l'un des points importants dans notre préparation. Voilà. Et alors, puisqu'on est quelques mois après la visite, aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà réutilisé ces méthodes dont vous parliez, et donc je comprends que vous avez fait un gros travail pour que chacun puisse se les approprier. Est-ce que du coup, vous les avez réutilisées pour réaliser des évaluations en interne, puisqu'on sait bien la certification, c'est le temps d'une visite, mais ça n'est pas que le temps d'une visite. Les outils ont été construits normalement pour pouvoir être utilisés en permanence pour améliorer en continu la qualité des soins. Est-ce que c'est le cas concrètement chez vous ou bien pas du tout? Alors oui, en fait, comme je vous le disais, on s'était préparé dès 2018. On avait des objectifs de faire un patient traceur, un traceur ciblé par mois avec les équipes. Là, en l'occurrence, dès que Calista a été ouvert, on s'est appuyé sur les grilles fournies par la HAS. Et aujourd'hui, notre objectif, d'ailleurs qui a perduré, c'est de continuer sur ce rythme-là, de faire des traceurs comme ça mensuellement sur chaque service. Et puis d'ouvrir surtout avec les parcours pour travailler un peu plus la coordination, la concertation et la communication entre les différentes équipes et les différents services. D'accord, donc je comprends que vous utilisez en effet les outils hors du temps de la visite et pour améliorer un certain nombre de choses. Cette nouvelle certification, ça a été rappelé en particulier par Madame Catherine Gindre au début, ce qu'a souhaité la HAS avec l'ensemble des parties prenantes qui l'ont construite. C'est-à-dire que c'est une certification qu'on veut centrer sur les résultats pour les patients, les résultats par les équipes, les résultats grâce à la politique de l'établissement de santé. Vous êtes un responsable qualité. C'est un peu un changement de positionnement. Il y a moins d'intérêt sur la procédure et plus sur le résultat. Est-ce que ça a changé votre façon de travailler? Est-ce que ça a changé votre positionnement? Donc là, j'en appelle à votre expérience vraiment de responsable qualité. Est-ce que ce changement-là est perceptible et qu'est-ce que ça change ou pas dans votre façon de travailler avec l'ensemble des équipes de l'établissement? Je pense qu'il y a eu un changement par rapport aux expériences que j'avais pu avoir par le passé. Là, c'est très rapidement, en fait, on a compris déjà qu'il fallait travailler en étroite collaboration avec la direction des soins, qu'il fallait pouvoir s'appuyer sur les cadres de proximité qui sont vraiment la cheville ouvrière de cette certification, autant dans le management d'équipe, mais également dans le coaching, dans la préparation des équipes, et puis dans cet aspect aussi de contrôle, d'évaluation. Donc,
En gros, par rapport aux activités de qualiticiens, c'était plus d'être en accompagnement méthodologique, d'appui méthodologique auprès des équipes, dans l'utilisation des outils, donc des outils traceurs, et puis aussi dans la compréhension du référentiel. Moins dans la rédaction de procédures, enfin les tâches qu'on pouvait connaître par le passé, même si ça existe toujours, même si les plans d'action n'ont pas disparu, et bien au contraire d'ailleurs. Enfin voilà, pareil pour les cartographies des risques, tous ces outils-là sont présents, mais nous, notre objectif, et ce qu'on va essayer de développer avec la direction des soins, c'est surtout de les donner à la main des pilotes de process, à savoir les cadres, les cadres des différents services, pour qu'ils puissent s'en servir comme outil de management pour leurs équipes et puis pour leurs services, leurs activités. Voilà, donc point de vue qualité, c'est vraiment d'être en appui méthodo, en soutien, notamment des cadres de proximité. Merci beaucoup, ça paraît extrêmement clair. Et donc, je propose qu'on passe maintenant de Massy à Poitiers. Et je me tourne vers Madame Costa. Vous êtes directrice générale du CHU de Poitiers, donc. C'est un établissement qui est déployé sur 5 sites. Il y a eu des intégrations récentes. Le CH de Châtellerault a été rattaché 6 mois avant la visite. Vous êtes donc un établissement qui a une très grande étendue, à tout point de vue, étendue des activités, étendue du nombre de professionnels, étendue de la configuration géographique. Et du coup, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer comment la visite, dans ce contexte-là, a été perçue par les professionnels, par les représentants d'usagers, comment ça a été perçu en termes de calendrier, de mobilisation des acteurs, etc. Quels sont les points positifs, quels sont aussi les points qui restent compliqués et qui sont plus négatifs de ce point de vue-là? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc simplement une histoire un petit peu particulière parce qu'en fait nous avons décidé au mois de décembre l'année dernière de procéder à cette visite de certification. Et donc nous étions en cours de fusion avec l'établissement de Châtellerault et de Loudun. Et donc du coup ça nous a obligés à faire un très gros travail de rapprochement et de préparation au moment de la préparation de la visite. Donc, les 6 premiers mois, et je dois saluer le travail de l'ensemble des équipes, ça a été de préparer l'ensemble des sites sur une même méthodologie et à l'aide des patients traceurs, des parcours patients, etc. Et donc, ça a été pour nous déjà une difficulté certaine. Par rapport au temps en fait qui nous a été donné par la visite des experts, je pense que 4 jours c'est extrêmement compliqué pour parvenir à visiter 5 sites et réussir à organiser vraiment au quotidien les parcours, les patients traceurs, etc. Ça a été très difficile. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que comme pour les autres établissements, le fait d'avoir travaillé 6 mois avant, puis la visite des experts, a été extrêmement bien ressenti par l'ensemble des professionnels et l'ensemble des usagers. Je pense que chacun s'est senti reconnu à travers les visites des experts et vraiment c'est ce qui a été dit au cours des visites, c'est ce sentiment d'être reconnu dans leur travail. Mais c'est vrai que 4 jours pour un établissement de cette taille et sur 5 sites, c'est quand même compliqué. Que puis-je dire d'autre? La deuxième remarque que je ferai, c'est que autant les acteurs soignants ont été très bien associés, peut-être que dans cette visite-là, il n'y a pas la gouvernance comme on l'entendait avant, c'est-à-dire le CLIN, le CLAN, le CLUD, qui sont associés, puisque les audits système sont faits avec un petit groupe très limité. Donc, il y a peut-être un certain manquement à cet égard-là. Voilà ce que je pourrais dire. Bien sûr, pour nous, ça a été la difficulté de préparer et de passer la visite en plein milieu
du Covid, mais je dirais pas plus que les autres là-dessus. Je pense que c'était pour nous essentiellement le moyen de sortir un peu et d'avoir d'autres objectifs que la gestion de la crise Covid. J'entends. Du coup, de ce point de vue-là, votre témoignage converge avec ce qu'on a entendu de... Ah. Oui, tout à fait. Je voyais que je pensais que vous exprimiez encore et qu'on ne vous entendait pas. Oui, j'entends en fait parce que c'est vrai que c'était une vraie question pour la Haute Autorité de Santé, hein, dans quelle mesure faire ou ne pas faire compte tenu de la crise. Et j'entends, d'abord vous étiez volontaire, mais j'entends que cette opportunité, d'une certaine manière, cette occasion de sortir, de ne pas être exclusivement centré sur le Covid était manifestement une espèce de soupape aussi. Par rapport aux itérations précédentes de la certification, est-ce que vous avez le sentiment que cette nouvelle certification, cette visite en particulier, a eu un impact sur la mobilisation des acteurs dans la poursuite de l'amélioration de la qualité des soins? Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un effet durable et mobilisant sur ce sujet? Alors, c'est difficile pour moi de répondre à cette question, puisqu'on a passé la visite de certification juste début juillet et que nous avons eu les congés annuels. Ce que je peux dire, c'est que ça a mobilisé aussi bien les représentants des usagers que les acteurs de terrain. Et nous avons fait le choix de continuer à utiliser les patients traceurs, les parcours patients régulièrement au sein de l'établissement. Et puis, nous nous sommes dit sur un deuxième principe que compte tenu du ressenti que nous avions, que les personnels avaient exprimé, nous souhaiterions faire une semaine d'une sorte de visite de certification interne à l'aide de ces patients traceurs, à l'aide de ces audits, à l'aide de ces traceurs ciblés. Et donc, on s'est dit que chaque année, on réorganiserait de façon beaucoup plus légère, mais on réorganiserait ce temps d'évaluation comme un temps important pour l'établissement. Je dirais que peut-être une des difficultés qu'on a eues, c'est au moment de la visite, certains experts visiteurs, il faut encore faire attention au vocabulaire qui est utilisé. Certains représentants des usagers nous ont dit qu'ils ne comprenaient pas forcément ce que disaient les experts, et donc il faut faire attention aussi à ça encore, qui semble avoir un peu dérouté un certain nombre de soignants, notamment des soignants de nuit, et puis des représentants des usagers. Donc voilà, et puis le travail des 6 mois qui a précédé la visite de certification, qui a été intense, je pense, a fait progresser l'ensemble de l'établissement. Alors, je ne dirais pas sur le travail, sur les indicateurs de résultats, mais prise de conscience de leur rôle en matière de projection sur les résultats qu'on avait à faire et donc sur leur implication dans ce travail différent des certifications précédentes. Okay. En tout cas, une certification beaucoup plus concrète. Ok, peut-être une dernière question. Comme vous le savez, la Haute Autorité de Santé apporte beaucoup d'importance à l'implication, à l'engagement des patients. C'est un des chapitres à part entière du référentiel. De votre point de vue à vous, est-ce que cette nouvelle certification pour la qualité des soins est de nature à ce que les acteurs de la communauté hospitalière favorisent mieux, plus l'expression des patients? Est-ce qu'ils sont plus à leur écoute et est-ce vous pensez que ça les met dans une disposition qui permet que les patients expriment mieux leur point de vue, leur vécu, leur expérience et qu'il en résulte donc une meilleure qualité des soins? Alors, je ne sais pas si la visite de certification permet de faire ressentir cela aux équipes. En tout cas, les indications du manuel, les demandes des experts, clairement, affichent cet engagement du patient comme étant une des clés de la qualité. Et clairement, ça a beaucoup impliqué les relations, les représentants des usagers, pas vraiment les patients, mais en tout état de cause, c'est un message qui est clairement passé dans l'établissement. C'est-à-dire que l'encadrement, la direction des soins, la direction qualité ont clairement conscience de la nécessité d'amener les équipes, puisque c'est un travail d'équipe,
à travailler en lien avec les patients. Et donc, ça fait partie de nos projets à l'issue de cette visite de certification, oui, clairement. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a bien entendu votre projet éventuellement de refaire sous une forme plus simple une semaine de certification interne. Je pense que ça intéressera énormément ici les équipes de la HAS de savoir si vous parvenez à organiser ça. Est-ce que ça amène? En tout cas, on a bien entendu ça. Merci. Merci beaucoup à vous. Je me tourne maintenant vers l'équipe de la clinique Belle Allée. La clinique Belle Allée, vous avez une activité de santé mentale, vous vous situez près d'Orléans. Et donc, on a avec nous à la fois la directrice de cette clinique, Madame Bly, une représentante des usagers de l'UNAFAM, Madame Barthes, et puis Madame Jacob, qui est la responsable qualité de votre établissement. Donc, on a vraiment le trio extrêmement important dans ces questions de qualité. J'ai envie de vous interroger de manière assez générale. Cette nouvelle version, à vos yeux, quels sont les points forts et j'ajouterai quels sont les points faibles et peut-être les choses qui vous ont le plus surpris, positivement ou à l'inverse, négativement éventuellement. Bonjour. Cette nouvelle itération, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une omniprésence des experts sur le terrain. Et que je pense que ça a permis de valoriser le travail et l'investissement des professionnels dans la démarche qualité au quotidien. Et que souvent, les précédentes itérations, c'est vrai que c'était beaucoup la gouvernance et un peu moins le terrain. Aujourd'hui, vraiment, ils sont au centre du système. Donc ça, c'était très intéressant. Pour nos patients aussi, la santé mentale, alors surtout nous en région centre, on est un peu le berceau de la psychiatrie institutionnelle. On a toujours mis le patient au cœur et acteur de ses soins. Et dans les précédentes itérations, on n'arrivait pas toujours à valoriser ce travail-là, qui n'était pas mis en valeur. Là, aujourd'hui, dans celle-ci, c'est ce qui nous a vraiment intéressé de pouvoir mettre notre patient et toute la démarche qu'on fait avec lui au quotidien pour valoriser sa prise en charge. Je pense que je vais pouvoir laisser d'ailleurs la parole au représentant d'usagers parce que c'était vraiment un moment fort. Oui, moi j'ai beaucoup apprécié aussi cette nouvelle certification. J'ai apprécié notre participation. On a eu une écoute des experts visiteurs qui nous ont bien expliqué. On a eu un bon échange. Et ce qui était très bien aussi, c'est la restitution. Tout ça, ça nous a permis, représentants des usagers, d'avoir maintenant une bonne connaissance de la clinique. Voilà. Oui, je me tourne vers vous pour peut-être aller un peu plus loin là-dedans. Concrètement, donc vous dites que vous avez été bien associé, que vous avez eu des bonnes relations avec les experts visiteurs. Est-ce que vous avez participé à la visite? Comment ça s'est passé, voilà, concrètement dans vos relations avec les membres des experts visiteurs de la HAS? On n'a pas participé à la visite, on a été invité à la à la présentation, de la façon dont ils allaient s'organiser. Ensuite, nous avons été reçus le lendemain par des experts visiteurs sur 1 heure ou 2, c'était 2 heures, je crois, d'échange. Voilà, ils nous posaient différentes questions sur la marche de la clinique. Et ensuite, nous étions invités à la restitution le matin. Pas la restitution définitive, mais ça nous a donné déjà une très bonne idée des résultats. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. On l'a dit au début, votre activité est une activité de santé mentale. Le précédent référentiel avait fait l'objet de quelques critiques, en particulier d'être d'être assez mal adapté à la santé mentale. Est-ce que vous avez le sentiment que ce nouveau référentiel répond, ou en tout cas répond mieux aux enjeux principaux de qualité pour votre structure avec cette activité particulière? Oui, c'est sûr qu'il répond mieux. Après, la psychiatrie a toujours une spécificité qui est effectivement pas toujours évidente, conciliée avec des cases. On a souvent tendance à dire qu'on ne veut pas mettre nos malades dans des cases et devoir les cocher. C'est quelque chose qui était important de pouvoir nous défendre au travers des parcours patients, au travers des patients traceurs. Oui, il y a un cadre et puis après, il faut être souple à l'intérieur du cadre pour qu'effectivement on puisse avancer dans nos prises en charge. Les anciens référentiels étaient des fois un petit peu difficiles de ce côté-là. Donc ça, c'était intéressant. La difficulté sur les patients traceurs, et ça, je l'ai exprimé avec les experts,
de les choisir au dernier moment. En psychiatrie, ça pose quand même quelques difficultés sur certaines pathologies. Déjà, on a forcément des gens très anxieux et c'est compliqué d'arriver et de leur dire dans 5 minutes, il y a des gens qui veulent vous voir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a retravaillé avec les experts pour pouvoir avoir un petit peu d'avance pour que nous, on puisse préparer quand même nos patients, même si de manière générale, on leur avait expliqué ce qui se passait et que peut-être qu'ils allaient avoir la visite des experts. Voilà, il y avait ceux qui voulaient absolument voir les experts, ceux qui ne voulaient surtout pas les voir. Et voilà, c'est la psychiatrie où il faut qu'on travaille un petit peu en amont. Les experts ont été vraiment à l'écoute sur ce sujet-là, donc ça, c'était appréciable. Très bien. Pardon. Je pense que c'est dans votre établissement qu'a été introduite la possibilité d'une rencontre entre les professionnels de nuit et les experts visiteurs. C'est quelque chose qui n'existait pas dans la précédente version de la certification. C'était un reproche, enfin, c'était une remarque qui avait été formulée, puisque du coup, ça excluait toute une partie des professionnels. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être comment cette rencontre s'est déroulée, comment elle a été perçue? Est-ce que c'était compliqué à organiser? Est-ce que ça a permis d'engager mieux ces équipes dans la démarche de qualité? Oui, je m'excuse pour elles. En tout cas, elles n'ont pas pu venir ce midi, puisque travailler en nuit, c'était compliqué. Mais elles ont fait un retour à Madame Jacob, qui va effectivement vous faire porte-parole. Alors, donc, comme vous le disiez, notre équipe de nuit n'a pas pu être présente pour participer à cette rencontre. Donc, je vais être leur porte-parole et en fait, je vais vous apporter leur témoignage de leur ressenti. Donc, à l'annonce de cette rencontre avec les experts, il y a eu beaucoup d'appréhension et de stress par rapport aux attentes de cette nouvelle certification. Le fait que l'entretien ait lieu à distance de notre prise de service nous a permis d'être totalement disponibles, contrairement à la dernière implication sur la V2010 de l'équipe de nuit qui était sur les transmissions jour-nuit. Dès le début, les experts ont su nous mettre en confiance et être à notre écoute. Nous avons apprécié leur bienveillance et surtout l'intérêt porté sur notre rôle la nuit. Les questions, certes orientées sur la qualité et la sécurité des soins, n'empêchaient en rien des échanges plus larges par rapport à notre travail de nuit et l'implication quant à la nouvelle organisation du travail de nuit au sein de l'établissement. Nous avons eu l'impression qu'ils étaient conscients du caractère polyvalent de notre poste de nuit, notre sens des responsabilités et notre autonomie. Nous soulignons l'importance d'avoir eu la présence d'un psychiatre pendant l'entretien qui lui-même connaît bien l'organisation du travail de nuit. Cette expérience a été très positive. Nous nous sommes sentis reconnus dans notre investissement auprès du patient, notre implication au sein de l'établissement, ainsi que notre appartenance à part entière à l'équipe soignante, alors qu'on sait que le travail de nuit est aussi important et complémentaire que celui du jour. Donc voilà le témoignage texto de notre équipe de nuit qui a assisté à la certification. Bah écoutez, vraiment, merci beaucoup de vous être fait leur porte-parole. On comprend en effet que c'était compliqué qu'ils soient présents là, à cette heure-ci. Vraiment, merci beaucoup. Je m'adresse à Monsieur Thérillon. Vous êtes le directeur d'un hôpital de jour, l'hôpital de jour Les Cigognes. C'est un établissement qui est donc exclusivement en ambulatoire, en santé mentale et qui se trouve à Dijon. Comme on l'a entendu à travers les témoignages précédents, là, on comprend que la certification, elle se passe beaucoup moins dans les salles de réunion et beaucoup plus sur le terrain. Et du coup, la première question qui paraît importante, c'est est-ce que ça a été compliqué ou pas d'allier les spécificités des organisations en ambulatoire et le calendrier d'évaluation des experts visiteurs? Est-ce qu'en gros, cette nouvelle certification, ça fonctionne pour l'activité ambulatoire? Alors la spécificité de l'ambulatoire n'a pas été trop complexe à organiser. La spécificité de la pédopsychiatrie l'a été un petit peu plus, notamment quand on a défini les patients traceurs, puisqu'on était à la fois dans l'organisation pour que des patients puissent être rencontrés, mais avec l'accord des familles et derrière la rencontre aussi possible des familles. Donc là, ça nous amenait une double organisation à envisager, à la fois sur les temps de présence, puisqu'on travaille sur des activités programmées et que le patient traceur devait être aussi un patient présent sur cette journée de prise en charge. Donc là, un vrai point
d'ajustements à voir avec les experts visiteurs. Mais justement, en amont de cette visite, le briefing de pré-certification est vraiment un temps de travail intéressant. Et je crois que les établissements doivent le voir comme ça, pas comme un point de contrôle, mais vraiment sur un temps où on échange avec les experts et où là, le programme de certification est vraiment adapté à la spécificité de l'établissement. Pour nous, ça a été un point fort. Ça a permis de lever déjà certaines questions qui nous ont permis de partir sur une organisation très claire et qui a pu être rapidement partagée auprès de nos salariés, puis ensuite auprès des patients qui allaient être rencontrés. Très bien. Du coup, est-ce que vous auriez des conseils particuliers à donner en termes de cette organisation? Ou alors, si je comprends mieux, le message que vous faites passer là, c'est importance de cette visite préalable pour pouvoir organiser en fonction des spécificités d'établissement, c'est ça? J'ai bien compris. Oui, c'est vraiment importance de cet échange, de cette réunion de briefing préalable qui permet vraiment de définir le périmètre et puis de resituer les méthodes dans notre contexte en fait, entre ce qu'on perçoit et ce qui va être de la réalité de cette visite. Je rejoins la question autour du patient traceur, notamment en santé mentale, et la difficulté d'avoir des patients prêts à échanger avec les experts le jour J, de par des composantes anxieuses, et puis la présence pour les mineurs, des parents sur certains temps d'échange aussi. D'accord, on comprend là tout l'enjeu de s'adapter aux particularités de l'activité. Est-ce que justement, ou des patients qui sont les vôtres, puisqu'on parle d'adaptation, le référentiel de cette nouvelle certification a ce site particulier qu'il comprend un certain nombre de critères spécifiques en fonction des activités. Donc, il y a notamment des critères spécifiques à l'ambulatoire. Est-ce qu'ils vous sont semblés bien réfléchis, bien pensés? Est-ce qu'ils sont en lien avec les enjeux de ce mode de prise en charge en santé mentale? Tout à fait. On n'a pas eu du tout de problématique pour adapter les critères spécifiques ambulatoires. Bien au contraire, c'était plutôt un point fort, notamment le lien ville-hôpital qui était pour nous important et qui a été souligné par les experts. La spécificité vient plutôt sur certaines thématiques au niveau des parcours traceurs ou des traceurs ciblés, notamment si on revient sur des choses autour du circuit des médicaments qui sont peut-être plus restreintes sur certains établissements comme le nôtre, où là, les experts visiteurs ont pu adapter encore à notre organisation. Vraiment, le mot, c'était l'adaptation, ce qui était rassurant pour nos professionnels parce que lorsqu'on lisait la grille, au début, elle nous semblait quelquefois floue, mais l'adaptation nous a permis vraiment à la fois de répondre aux exigences de la certification, mais aussi de l'adapter à nos prises en charge et du coup à l'évaluation nécessaire. Au total, et peut-être que ce sera la dernière question, qu'est-ce qu'il vous en reste? C'est un peu une question sur laquelle d'autres se sont exprimés. C'est passer la visite. Comment est-ce que vous arrivez à vous emparer des outils et est-ce qu'ils continuent à vivre pour améliorer en continu la qualité des soins? Alors, effectivement, les outils, le fait que les grilles soient toutes disponibles sur Calista, c'est un point fort puisqu'aujourd'hui, ça va être nos outils du quotidien. C'est-à-dire qu'on n'aura plus les grilles construites aujourd'hui de notre côté et les grilles d'évaluation de l'HAS de l'autre. Donc, outils communs, une plateforme accessible et pratique pour accéder rapidement à nos résultats. Et puis, l'implication de tous, c'est-à-dire qu'en balayant l'ensemble des grilles d'audit, tous les professionnels sont concernés. Quelquefois, on avait des équipes de soins généraux mis un petit peu plus de côté. Et là, de par les échanges avec les experts visiteurs, puisqu'eux aussi, ils ont été rencontrés sur différentes thématiques, c'est un point fort pour l'implication de tous. Donc aujourd'hui, des audits internes qui seront réalisés avec une équipe pluridisciplinaire plus large. Ok. Écoutez, vraiment, merci beaucoup, Monsieur Thérillon. Merci beaucoup également à tous les autres intervenants qui ont amené un peu de leur expérience, à la fois dans ces aspects positifs, on en a entendu beaucoup, dans les difficultés qui demeurent et les quelques points qui restent à optimiser. Peut-être maintenant, il est temps d'entendre Anne Chevrier. L'ensemble de ces visites a permis aussi à susciter le besoin de faire quelques ajustements. Et donc, Anne va vous les présenter.
Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, donc encore une fois, merci aux 33 établissements qui ont accepté d'être volontaires. Et grâce à eux, nous avons, nous, au niveau de la HAS, accompagné les visites pour certes guider un petit peu les experts visiteurs, puisque c'était quand même, on démarrait avec un nouveau système d'information, mais pour entendre et voir véritablement comment ça se passait. Donc, on a fait un petit questionnaire en fin de visite. On a rencontré, en règle générale, la gouvernance, on a rencontré les experts visiteurs, et puis on a fait un petit recueil de tous les éléments, puisque bah, nous aussi, on est un peu... on est comme dans la démarche et dans la dynamique de la qualité, c'est-à-dire qu'on mesure, on regarde et puis on voit comment on peut s'améliorer. Donc, on a recueilli tout cet ensemble-là, nous avons agrégé toutes ces évolutions et puis on a fait quelques propositions et comme d'habitude, nous avons travaillé en concertation avec les parties prenantes. Donc, en gros, les visites ont eu lieu entre, comme vous l'ont dit Loïc, entre le mois d'avril et le mois de juillet, mi-juillet, deuxième quinzaine de juillet. Donc, nous avons tout intégré et nous avons travaillé avec les parties prenantes qui ont été, et je les remercie, très collaboratrices sur ces modifications. Et voilà les quelques ajustements que je vais donc vous présenter. Donc, en ce qui concerne les fameuses critères, les ajustements que nous allons annoncer. Alors, il y a 2 critères particuliers que nous avons souhaité rendre impératifs au regard des évaluations. Il y en avait 15, puisqu'on les voulait limiter, mais au regard des observations, il nous a semblé vraiment important de rajouter ces 2 critères-là. Je rappelle que ce changement de catégorie fait appel à des évaluations sur des situations sur lesquelles on ne veut plus voir un non-respect des exigences de ces critères. Les conséquences de ça, c'est qu'effectivement, en fonction de ça, ça génère des fameuses fiches d'anomalies sur lesquelles on va se pencher et que la commission, effectivement, portera une attention toute particulière sur son niveau de décision. Alors, 2 critères. Un critère sur les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les précautions adéquates, standards et complémentaires. Et je vous invite à aller regarder cette fiche critère avec tous les éléments que ça comporte. Et puis, un autre critère sur la prise en charge des urgences vitales et maîtrisée dans l'ensemble de l'établissement. Il nous a semblé, sur ces 2-là, encore important de donner une importance particulière et un poids particulier. Alors, en ce qui concerne, donc c'est les 2, je dirais, évolutions majeures. Après, ce ne sont que des ajustements. Sur les 131 critères, nous avons jugé utile d'adapter pour 3 d'entre eux une modification de rédaction. Comme vous le voyez là, donc sur le fait qu'il y avait petite coquille, puisque sur le critère de 1.07, on parlait en fait des produits sanguins labiles, mais on ne parlait pas dans l'évaluation des médicaments dérivés du sang. On a clarifié l'identification de ce critère. Sur le deuxième, c'est vrai que la période de l'été avec les nouvelles directives nous ont fait avancer sur le sujet. Donc, on a abordé certes les recommandations vaccinales, mais également obligatoires. Et sur le dernier critère, il est apparu au travers des évaluations et les experts nous ont monté cette analyse-là que, pourquoi se limiter uniquement à l'analyse des événements indésirables graves et pourquoi pas à être beaucoup plus large. Certes, on gardera une focale et une attention particulière sur leur traitement, mais il semblait important d'aborder l'ensemble des événements indésirables. Sinon, en ce qui concerne, alors là, c'est vraiment de l'ajustement mineur. Il y avait un critère sur que vous voyez là sur l'autorisation de sortie du patient en chirurgie ambulatoire. Il est apparu qu'il était important de ne pas le faire apparaître uniquement pour les établissements qui font de l'ambulatoire, pour tous les établissements qui font de l'ambulatoire, notamment ceux qui font de la médecine de la psychiatrie ambulatoire n'étaient pas concernés par ce critère. Donc, il a semblé vraiment plus astucieux de le mettre uniquement pour les établissements ayant une activité de chirurgie.
mais c'est mineur. Après, bon, je vous cite quelques exemples, mais sur les 466 éléments d'évaluation, nous avons fait des ajustements de libellés pour qu'ils soient plus explicites, mais uniquement pour 38 d'entre eux. Sinon, nous avons rajouté, profité, et on le fera chaque année, de rajouter les références qui permettent de mieux vous approprier les critères, que ce soit des références réglementaires, des références de publication, de production de la HAS dans l'année écoulée ou d'autres sociétés savantes. Et chaque année, on s'attachera effectivement à mettre à jour les références qui vous aident dans l'interprétation de ces critères. Voilà au global sur le référentiel proprement dit, et puis quelques ajustements de l'organisation. Alors, on a fait, ça c'est l'organisation et la vie de terrain. On parlait de briefing du matin, briefing du soir, en dehors du fait que cet anglicisme nous gênait un petit peu et que nous aurions dû le corriger bien avant pour plus de clarté. En fait, il s'agit de faire avec la gouvernance un bilan d'étape sur la journée écoulée, échanger par exemple si il y a eu des fiches d'anomalies déclarées ou de belles réalisations que nous avons notées, et peut-être qu'avec cet échange, eh bien, il y a possibilité que les experts aménagent par échange avec la gouvernance sur des choses sur lesquelles importantes qui n'auraient pas été intégrées dans le calendrier initial, qui n'auraient pas été prévues. Ça, c'est possible, mais c'est aussi des échanges sur d'autres témoignages qui permettent de parfaire l'évaluation des experts. En ce qui concerne la réunion du soir, c'est plus un calage du calendrier. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de rencontrer la gouvernance, ce sont plus sur l'aspect un petit peu, entre guillemets, logistique, valider qu'effectivement, sur les interlocuteurs qui sont prévus pour les évaluations du lendemain, eh bien, sont bien confirmés, et également récupérer la liste des patients traceurs, qui seront, des patients plus exactement, qui seront présents dans les unités dans lesquelles les experts seront amenés à faire des patients traceurs. Et à ce titre-là, le choix des patients traceurs, on a fait cette évaluation. Alors, soit effectivement, on demandait antérieurement à l'établissement, puisqu'on faisait ce choix la veille, eh bien d'aller demander l'accord du patient préalablement, donc dans la soirée. En fait, on s'est aperçu que c'était quelque chose de plus simple. C'est que sur la base des listes des patients présents fournis lors du calage de ce calendrier la veille, l'expert visiteur va donc choisir en début d'évaluation en se rendant dans l'unité, et il va recueillir le consentement du patient. Ça ne prend pas énormément de temps et ce sera tout aussi simple pour tout le monde. En ce qui concerne, et ça a été évoqué par je crois, Madame Costa, par l'un des témoignages des établissements là, qui ont eu lieu, sur l'intégration des présidents, des CLIN, des CLUD, du pharmacien lors des audits. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui nous semblait un petit peu évident, mais c'est encore plus évident quand c'est écrit. Donc on va formaliser ça pour que dans le calendrier et dans la liste des intervenants, ce soit bien identifié. Et puis, on a fait une petite adaptation des supports, notamment pour insister sur la nuance que Loïc vous a présentée tout à l'heure entre l'éligibilité et la décision. Donc voilà en ce qui concerne les ajustements proprement dit. Ces ajustements, vous les retrouvez sur le site internet, ils ont été déposés hier. Où là, vous verrez que c'est donc la version de septembre 2021, ce qui est et vous voyez que dans cette version, vous avez dans les toutes premières pages la liste des modifications entre cette version et celle de l'année dernière. Donc, vous n'avez pas besoin de faire une chasse au trésor. Vous avez bien toutes les modifications qui sont listées. Donc, vous pouvez, pour ceux qui s'étaient largement plongés dans la version précédente, rapidement voir quels sont les petits ajustements, mais surtout des ajustements mineurs. Élément important, c'est que nous allons intégrer ces petits ajustements, notamment de libellé, dès ce mois de septembre. Par contre, en ce qui concerne la mise en œuvre réelle
des 2 critères impératifs, nous ne le ferons qu'à compter du 1er janvier 2022. Ainsi, l'ensemble des établissements vont pouvoir avoir le temps, et ceux qui ont une visite ce dernier trimestre, eh bien, n'auront pas à les intégrer tout de suite. Ça aurait été un petit peu compliqué, et notre objectif, comme on l'a fait depuis le début, c'est de faire en sorte, bien sûr, la certification était réalisée, mais de nous ajuster. On s'est ajusté par rapport au calendrier. On a demandé de la souplesse par rapport à toute cette programmation. Et là aussi, c'était normal qu'on vous laisse un petit peu de temps pour intégrer dans votre démarche qualité ces 2 critères impératifs supplémentaires. Voilà donc au travers, alors certes, vous me direz, les établissements sont des établissements volontaires, mais nous allons avoir des témoignages puisque nous allons avoir les réunions régionales très prochainement. Nous aurons des témoignages, mais globalement, les signaux sont au vert en ce qui concerne tous les retours que nous avons agrégés. 33 quand même, c'était aussi, Loïc vous l'a présenté, un échantillon quand même représentatif. Et puis, on a eu des échos et des échanges avec l'ensemble des établissements. Les choses sont au vert, on a intégré pour faire des ajustements mineurs, mais c'est important aussi quand on fait des constats de s'améliorer bien naturellement. Donc les visites démarrent, et donc voilà affiché la programmation jusqu'à 2026. Là aussi ça bougera bien évidemment, mais de l'ensemble des visites de certification. Alors, on va poursuivre cette analyse, cette écoute auprès des établissements. Il est prévu, donc certes aujourd'hui, ça nous semblait important d'avoir cette conférence en ligne ouverte à l'ensemble des établissements de santé, mais néanmoins nous sommes très sensibles à cette approche terrain. Donc nous avons demander à modifier un petit peu et travailler avec des acteurs de terrain qui peuvent être des relais. Je parle notamment des structures régionales d'appui et également des représentants de France Asso Santé pour les représentants d'usagers, et bien sûr les ARS. Donc le calendrier des réunions régionales est déposé. Au fur et à mesure, puisque nous organisons ça avec eux, au fur et à mesure des ouvertures en ligne ou des invitations, elles seront déposées sur le site de l'HAS, mais vous aurez également les invitations. L'objectif, c'est d'avoir un échange qui soit un petit peu plus long d'abord, avec davantage de retours d'expérience et un temps de questions approprié et adapté à chacun des territoires. Donc voilà, ça c'est prévu très prochainement, et vous voyez là le calendrier des dates programmées pour chacune des régions. Voilà, eh bien, je pense que j'en ai terminé là sur cette présentation des ajustements, et peut-être qu'on va pouvoir passer aux questions, aux nombreuses questions, et on vous en remercie, qui sont parues dans le chat. Alors, premièrement, quelles vont être la date? Alors, j'en ai prise quelques-unes, hein, pas forcément dans l'ordre. J'ai essayé de respecter la fréquence des demandes. Quelle va être la date des premières décisions? Nous faisons tout pour que la première commission de décision puisse avoir lieu au mois d'octobre, fin octobre, et pouvoir rendre les premières décisions. C'est vrai que dans le temps, on aura un délai, et on s'y est engagé, beaucoup plus court, mais c'est vrai qu'à ce stade-là, nous avons un nouveau système d'information, et par rapport à ça, on a dû le développer. Bon, bref, on a eu aussi à prendre un peu de recul et pas prendre décision directement à chaud. Donc, c'était important qu'on ait fini ces 33 visites. La commission, comme ça, aura un retour sur un panel beaucoup plus large, et donc on pourra l'éclairer. Voilà, en ce qui concerne donc les dates de première décision, fin octobre.
Il y a une question sur la fréquence des nouveaux référentiels. Alors oui, notre objectif, ça n'est pas de modifier ni manuel ni le référentiel régulièrement. Il faudra faire preuve de pragmatisme. S'il y a des adaptations nécessaires, soit dans les méthodes, soit dans les critères, eh bien nous le ferons, mais nous les limiterons. Vous avez vu que cette première évaluation qui est forcément la plus importante est quand même très très limitée. Dans les années suivantes, s'il y a quelques modifications, pourquoi pas, mais toujours limitées pour ne pas brusquer et pour ne pas modifier chaque année fondamentalement le système. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, nous attacherons à intégrer toutes les références nécessaires sur bibliographique ou documentaire, et puis aussi éclairer sur chacun des critères s'il y a des modifications sur les indicateurs de qualité et sécurité des soins, à faire également ces petits ajustements pour que vous ayez une bonne lisibilité de correspondance entre les indicateurs de qualité et de sécurité des soins et chacun des critères. J'ai une autre question en ce qui concerne les GHT. Alors, comment aborder ce genre de choses? Alors, c'est vrai que la problématique sur le territoire, et on l'a vu au travers de la période Covid, est quelque chose qui est un vrai sujet, mais qui a beaucoup bougé ces temps derniers. Nous allons poursuivre notre réflexion. Pour le moment, aujourd'hui, comment ça se passe? On s'attache à vous rendre les résultats des visites de l'ensemble des établissements sur une période de 6 mois, puisqu'on a regroupé l'ensemble des visites de chacun des établissements, partis notamment d'un GHT, sur 6 mois. Ça vous permet de récupérer l'ensemble des résultats et de les comparer, et de travailler aussi ensemble pour effectivement, sur les différents objectifs, avec les facilités de certains, les points positifs, puisque je rappelle que dans nos résultats, on va mettre en valeur les choses vraiment positives qui ont été observées et également les champs d'amélioration. Et là, c'est pour que, effectivement, au sein des GHT, les échanges puissent avoir lieu en ce qui concerne les bonnes idées, parce que ça permet de les démultiplier parfois ailleurs et d'aider et de s'entraider sur les points d'amélioration. J'ai une autre question, je vais peut-être passer la parole à Loïc pour pas trop mobiliser, je la reprendrai tout à l'heure, mais sur la nuit, est-ce que nous ferons des visites de nuit, sous quel format et selon et quelle méthode en fait, dans quelle méthode on impliquera les professionnels de nuit? Alors, l'idée des visites de nuit, c'est effectivement, ce que disait tout à l'heure Madame Lee et ses équipes, c'est de surtout rencontrer des professionnels la nuit, de rencontrer les professionnels dans le cadre d'un audit système avec les professionnels et d'aborder avec eux la manière dont ils s'intègrent dans la démarche qualité-gestion des risques qui est portée par l'établissement et dont ils sont impliqués, même si évidemment les horaires de travail de ces équipes sont un peu différentes de la capacité à piloter et à mener des projets le jour. Donc, pour ceux qui l'ont connu, la visite de nuit, elle est plus comme à l'époque avec la visite des services la nuit. C'est vraiment bien une rencontre avec des professionnels pour discuter avec eux de leur implication, de la manière dont ils profitent des formations qui sont pilotées et de s'assurer de la cohérence des équipes soignantes, quels que soient leurs horaires de travail. Donc, elles ne sont pas automatiques dans les visites. Parce que dans les organisations de travail, il y a des professionnels de jour qui passent la nuit, des gens de la nuit qui passent le jour, et des organisations qui sont un peu différentes. Il y a parfois des établissements, parce que leur fonctionnement et parce que des évaluations qui ont été réalisées parfois par la HS ou par d'autres institutions laissent à penser qu'on peut avoir des sujets la nuit, notamment des sujets de continuité des soins. Et dans ce cas-là, on mobilisera cette méthode de l'audit système avec les équipes de nuit, mais il n'y a pas d'automaticité. Et c'est ça l'intérêt de la discussion que vous mènerez avec les équipes d'experts visiteurs et avec la HAS dans la personnalisation et dans la construction d'un programme de visite qui soit validé par tout le monde. J'ai une autre question qui nous demande de bien préciser la différence entre patient traceur et parcours traceur. Alors effectivement, dans la littérature, un patient traceur, c'est l'analyse avec l'ensemble des professionnels de son parcours, de son entrée
dans l'établissement jusqu'à sa sortie avec bien évidemment les interfaces avec les structures d'amont et d'aval. Dans les expérimentations, on avait envisagé de faire ce genre de choses. En fait, on s'est aperçu, surtout avec notre volonté de démultiplier les patients traceurs, que de mobiliser tous les professionnels qui ont contribué, qu'ils soient cliniques, les professionnels de support, les professionnels administratifs, sur chacun des patients traceurs était une incohérence organisationnelle. D'où cette scission que nous avons faite par rapport à la théorie de patient traceur et de parcours traceur. Ce que l'on entend dans le patient traceur, c'est vraiment un temps d'échange de l'expert avec les équipes, mais l'équipe dans laquelle le patient se trouve. C'est-à-dire que l'expert regardera son dossier pour connaître son profil, prendra un temps important pour interroger le patient, puisque l'expression du patient est quelque chose d'important, qu'elle nous attache beaucoup d'importance. Et puis, après, on va rencontrer les professionnels de l'unité où ils se trouvent. Ça peut très bien être, si c'est un interne qui connaît bien ce patient puisqu'il le suit, l'infirmière et l'aide-soignante en salle, c'est parfait. En fait, on essaye de regarder par l'expert a comme objectif d'évaluer effectivement la cohérence entre l'expression du patient et l'expression des professionnels qui le prennent en charge. On aura beaucoup de questions effectivement qui relèvent du chapitre 1 sur l'information du patient, sur son respect, sur la relation que les professionnels ont pu avoir avec les aidants et avec les proches. Et c'est véritablement sur ces sujets-là que porte le patient traceur. Le parcours traceur, donc pour couvrir l'entretien avec l'ensemble des professionnels, donc là c'est vraiment l'ensemble des professionnels, le patient n'est plus interrogé à ce moment-là, c'est l'ensemble des professionnels, qui soient cliniques, qui soient du secteur médico-technique, qui soient du support, qui soient du technique, qui soient de l'administratif, tous ceux qui ont contribué à accueillir, prendre en charge le patient. Puisque au travers de cette méthode-là, ce sera davantage sur l'analyse de la bonne coordination multiprofessionnelle et pluriprofessionnelle, et puis également comment ces équipes qui travaillent ensemble au service du patient développent la culture de la qualité. Donc voilà, c'est juste cette précision, c'est peut-être par rapport à la bibliographie internationale une petite coquetterie typiquement française, mais en termes d'organisation, s'il fallait démultiplier comme on le fait le nombre de patients traceurs, c'est effectivement dans un souci de qualité et surtout d'efficacité que l'on a dissocié un petit peu donc le patient traceur dans sa théorie en 2 séquences. Nous avons quelques questions sur Calista. Donc, je laisserai Loïc répondre. Effectivement, nous avons une question. Est-il préférable d'utiliser les grilles qui sont disponibles sur Calista ou plutôt de développer les EPP, les évaluations des pratiques professionnelles? Il n'y a rien qui est préférable. Ce qui est préférable, c'est surtout ce qui vous est le plus utile. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Je pense que les deux choses sont parfaitement compatibles et pas exclusives l'une de l'autre. Les grilles de Calista, évidemment, et on l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui, sont exactement les mêmes que celles que vont utiliser les experts visiteurs quand ils feront la visite. Elles vous permettent globalement de vous situer par rapport aux attendus et de vous évaluer pour savoir quels sont en amont de la visite les points forts et les points faibles. Et puis vous réévaluer un peu, comme le disait tout à l'heure Anne Costa, sur l'idée de pouvoir faire régulièrement des visites en interne. Et puis les EPP, l'objectif n'est pas le même. L'objectif, il est utile sur l'évolution et l'évaluation des pratiques, sur des indicateurs qui sont utiles à l'amélioration de la prise en charge des patients, sur l'activité, mais aussi sur le fond de ce qui est réalisé
par les équipes médicales. Et puis les EPP, in fine, elles vont servir à améliorer le résultat de la prise en charge des patients. Donc vous voyez qu'en menant des EPP, vous allez en même temps améliorer les résultats de vos évaluations et répondre aux attendus de la HAS, aussi bien sur le suivi des indicateurs de pratique clinique ou sur toute autre méthode d'évaluation. On pourrait poser la même question avec les RMM et autres, et en même temps améliorer le résultat que vous offrez aux patients, parce que finalement, c'est bien ça qu'on va évaluer. Alors, après, sur l'évaluation interne, est-ce que, quand puis-je faire mon évaluation interne si je choisis d'utiliser les grilles? Quand puis-je saisir dans Calista et sous quel format? Quelle est ma liberté? Que voit l'HAS? Et à quel moment puis-je faire cette évaluation interne? Alors, la HAS, tous les matins, quand elle se connecte, elle ne voit rien. C'est-à-dire qu'elle ne voit que ce que vous avez décidé de nous envoyer. Au moment où vous réalisez un certain nombre de grilles dans votre établissement, et quels que soient les résultats, eh bien, et vous faites le choix, ou pas d'ailleurs, de transmettre à la HAS les résultats de certaines grilles. Vous pouvez faire 20 grilles et de choisir de n'envoyer que 10 grilles à la HAS, ou de même pas envoyer du tout, puisque vous le savez, on l'a dit, et ça aussi c'était un objectif de simplification, la transmission des résultats de l'évaluation que vous avez fait en interne est à votre choix, est facultative, et je crois ne pas trahir la parole des experts visiteurs qui ont participé à ces visites du printemps. Certaines se sont réalisées sans évaluation interne transmise par l'établissement à la HAS. Ça n'a pas du tout empêché les experts de réaliser correctement leur mission, d'avoir une vision précise de l'établissement, parce que vous le savez, il s'appuie en plus sur tout un tas de documents que vous portez à notre connaissance, qui ne sont pas faits pour la HAS, mais qui existent dans la vie d'un établissement, projet d'établissement, les contrats que vous avez avec votre tutelle. Et c'est bien sûr ces éléments que les experts se font une idée assez précise de qui vous êtes, ce que vous faites et quels sont vos points forts et les points sur lesquels vous travaillez pour les années à venir. Alors, bon, je les prends un petit peu au fil de l'eau dans le chat. J'ai une autre question en ce qui concerne le patient traceur. Existe-t-il des patients traceurs incontournables en fonction des activités des établissements? Alors, en ce qui concerne le dimensionnement d'ailleurs de toutes les évaluations, c'est vrai qu'en préparation, et ça c'est plusieurs semaines avant la visite en interne, puisque vous avez noté qu'on récupère les données de statistiques d'activité des établissements, on regarde également le PMSI, on s'attache en interne HAS, à bien cerner et bien connaître le profil de l'établissement et faire en sorte que les évaluations qu'on va vous soumettre, mais qui feront l'objet d'un échange, et ça a été aussi le témoignage de l'expert du dernier intervenant, c'est véritablement d'échanger sur ces éléments-là, mais en amont, effectivement, on va regarder quel est véritablement vos secteurs d'activité. Donc les incontournables, c'est vrai qu'un patient traceur qui est passé, si vous avez une activité d'urgence, si vous avez une activité avec une majorité de personnes âgées en fonction de la population, ce seront bien évidemment des patients incontournables. Je veux dire par là qu'on va aller majoritairement chercher des patients traceurs qui sont véritablement dans des services avec des parcours qui sont le reflet de la majeure partie de vos types de parcours pris en charge et de patients pris en charge. Et ça, c'est fondamental. Et si jamais par rapport à notre analyse de PMSI ou de statistiques d'activité, eh bien, on s'est trompé parce que ça peut arriver et que forcément, notamment par rapport à la SAE, vous savez que c'est forcément celle de l'année précédente ou de l'année encore suivante que nous analysons. Si jamais il y a des évolutions, eh bien, environ un mois, entre un mois et 15 jours, on va caler le calendrier puisqu'il a fallu se recaler sur pas mal de choses, mais la cible, c'est qu'un mois avant, il y ait cette discussion avec l'établissement, avec le coordonnateur, eh bien pour caler un peu et vérifier, premièrement, qu'on ne s'est pas trompé sur le ciblage, est-ce que ça correspond vraiment au type de patient que vous avez, au type de parcours que vous avez, sur les audits aussi, et en ce qui concerne les traceurs ciblés, bon ça c'est plus facile, mais néanmoins on se cale là-dessus, et ces réunions antérieures, c'est véritablement, c'est pas un contrôle, hein, c'est véritablement, et c'est pas une imposition de calendrier, c'est une discussion avec vous pour vérifier qu'on est dans le vrai, et on va parler au terrain, c'est-à-dire qu'on ne va pas se tromper
de profil de patient. C'est vraiment représentatif des patients que vous prenez et des parcours que vous prenez en charge. Et puis, pour rajouter sur cette petite réunion grosse réunion même, de calage avant, on va identifier quels sont les interlocuteurs à privilégier dans ces entretiens. Donc là, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va formaliser le président du CLIN, du CLUD et le pharmacien. Mais là aussi, en fonction, parce qu'il fallait que ce soit clarifié, on a eu quelques loupés, mais la majorité des établissements dans ces préparations, et nous aussi, on l'avait déjà prévu. Mais là aussi, on va le préciser, comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Mais identifier quels sont les interlocuteurs qui, par rapport, par exemple, à ces parcours identifiés, sont les plus à même d'échanger avec l'expert visiteur et présenter cette prise en charge de parcours. Donc, voilà comment on s'organisera. Alors, je vois que le temps passe. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Il y a encore beaucoup de questions. Ouais. On fera comme on avait déjà fait. Voilà. On mettra dans la foire aux questions les réponses aux questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Merci beaucoup, Anne. Je pense qu'en effet, il y a des questions auxquelles il n'a pas été apporté de réponse. Donc, ça se fera ultérieurement. Est-ce que Catherine Gindre, est-ce que vous souhaitez dire un petit mot de conclusion, en conclusion de cette conférence en ligne? Oui, Emmanuel, je ne sais pas si je vais dire quelques mots de conclusion. Je ne voudrais surtout pas que l'on dépasse le temps qu'on avait prévu. Je voulais seulement remercier encore une fois tous les intervenants, tous les établissements et leurs représentants qui ont participé à cette phase exploratoire donc entre avril et juillet. Et je voudrais souhaiter à tous les établissements qui nous écoutent une bonne rentrée. Du courage, mais aussi de la motivation, et j'espère que cette nouvelle certification, dans la version qui va progressivement les impacter les uns et les autres, permettra de leur donner, je dirais, les outils utiles pour continuer à améliorer au quotidien la qualité et la sécurité des soins dans les établissements de santé. Eh bien voilà, je crois que ça sera le mot de la fin. Vraiment, merci beaucoup à tous de votre présence, à la fois pour écouter, à la fois pour intervenir. Et puis, comme vous le savez, les équipes certification de la HAS sont à votre service, donc n'hésitez jamais à les contacter. Absolument. Voilà. On vous souhaite un très bon après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.